La guerre secrète de la CIA contre la Russie. Il y avait un plan clair. Utiliser les fascistes russes pour combattre la Russie. Comme quoi, les traîtres sont partout. Le principe est vieux comme ces humains. Créer un climat de vulnérabilité autour de Poutine et perturber le processus électoral en Russie était l'objectif des agences de renseignement américaines. Dans les jours précédant l'élection présidentielle russe, un réseau de 3 groupes paramilitaires russes opérant sous la supervision du GUR, le renseignement militaire ukrainien, a lancé une série d'attaques sur le sol russe. Leur objectif était clair. Semer le doute pendant les 3 jours du scrutin en affaiblissant l'image de Vladimir Poutine et en sapant sa légitimité et son attrait auprès des électeurs. Cette opération préparée sur plusieurs mois avait été exécutée par le corps des volontaires russes RDK, la Légion de la Libération de Russie LSR et le bataillon de Sibérie. Tous les 3 sous contrôle du GUR, dont le porte-parole a confirmé les attaques. Il n'est pas précisé dans quelle mesure la CIA aurait été impliquée dans ce qui pourrait être interprété littéralement comme une intrusion sur le territoire de la Russie par des forces agissantes dans le cadre d'une guerre par procuration entre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN contre la Russie. Bien que l'Ukraine soutienne que les attaques du RDK, du LSR et du bataillon de Sibérie sont le fait de Russes patriotes opposés à Poutine, l'implication du GUR dans l'organisation, la formation, l'équipement et la supervision de ces forces fait de leur action sur le sol russe une extension directe de la guerre par procuration entre la Russie et l'Occident. Étant donné l'implication significative de la CIA dans les opérations du GUR, il est peu probable qu'une opération de cette envergure ait pu être menée sans que la CIA n'en soit informée, y compris de ses objectifs et de ses buts. En effet, la présence d'équipements militaires américains sophistiqués, tels que des véhicules de combat d'infanterie M2 Bradley, dans l'arsenal des forces insurgées russes lors des attaques, suggère une implication directe des États-Unis. De plus, la nature politique de l'attaque visant à perturber les élections correspondent à un objectif de longue date de la CIA en Russie. Les liens entre la CIA et le GUR sont bien documentés et remontent à 2014. Comme l'a rapporté le Washington Post, lorsque la CIA a collaboré avec le GUR pour établir les bases le long de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, ça a marqué clairement leur partenariat. Ces bases étaient utilisées pour mener des opérations de renseignement contre la Russie, y compris des incursions sur le territoire russe. La CIA a intercepté des communications russes, capturé des drones russes, pour une exploitation technique ultérieure et superviser le recrutement et le fonctionnement des réseaux d'espionnage opérant sur le sol russe. Juste avant le début de l'opération militaire spéciale en abrégé SMO de la Russie contre l'Ukraine le 24 février 2022, la CIA a renforcé sa coopération avec le GUR en proposant une formation spécialisée dispensée par des membres de la division terrestre du groupe d'activistes spécial de la CIA chargé des opérations paramilitaires secrètes. Cette formation visait à développer des compétences de guerre non conventionnelles et de guérilla pour soutenir la création et le maintien d'insurrections anti-russes menées par des équipes restées derrière, opérant dans les zones ukrainiennes occupées par les forces russes. Après le début de l'opération militaire spéciale, les Russes d'origine qui avaient servi dans les rangs du régiment Azov, une organisation paramilitaire néo-nazie et nationaliste ukrainienne depuis 2014, se sont regroupés pour former une nouvelle entité appelée le Corps des volontaires russes ou RDK. Le RDK s'est inspiré de la historique armée de libération russe, une force organisée, formée et équipée par l'Allemagne nazie à l'époque pendant la Seconde Guerre mondiale, composée de prisonniers de guerre russes. Les membres du RDK sont souvent qualifiés de Vlasovites par les Russes contemporains en référence au général russe Andrei Vlasov, capturé par les Allemands et ayant ensuite adhéré à leur cause. Vlasov a enrôlé des prisonniers de guerre russes dans ce qui était connu sous le nom d'armée de libération russe, qui comptait finalement 2 divisions totalisant environ 30 000 soldats. C'est beaucoup. La plupart des membres de cette armée durant la Seconde Guerre mondiale ont été soit tués au combat, soit capturés par l'Union soviétique ou encore ils ont été considérés comme des traîtres et punis en conséquence. Les soldats ont été condamnés à de longues peines au goulag et les dirigeants ont été pendus. Le RDK a réussi à attirer dans ses rangs plusieurs centaines d'anciens combattants d'Azov ainsi que de nouveaux recrues. Une deuxième unité militaire de souche russe, créée à la suite du SMO, est principalement composée de transfuges militaires russes et de prisonniers de guerre. Connue sous le nom de la Légion de la Liberté de Russie, en abrégé LSR, elle est composée de plusieurs centaines de soldats organisés en 2 bataillons. Le LSR fait partie de la Légion internationale de l'armée territoriale ukrainienne. Cependant, selon le chef du GUR, Kyrillos Boudanov, le corps des volontaires russes est sous le contrôle du GUR, contrairement au ministère ukrainien de la Défense.
Une troisième unité militaire d'origine russe opérant aux côtés de l'Ukraine est le bataillon sibérien, composé de Russes de souche et de membres d'autres ethnies originaires des régions sibériennes de la Fédération de Russie. Ces combattants sont des volontaires de Sibérie opposés au gouvernement de Poutine. Tout comme la Légion de la Liberté de Russie, le bataillon sibérien opère au sein de l'armée internationale ukrainienne sous le nom de GUR et compterait environ 300 hommes selon le rapport d'Euronews. L'incursion ce week-end des forces anti-Poutine contrôlées par le GUR n'est pas le premier exemple de ce type. En mars et en avril 2023, plusieurs petites attaques transfrontalières ont été menées par des forces affiliées au corps des volontaires russes RDK. Une attaque plus significative s'était déroulée le 22 mai 2023, révélatrice par son timing, qui semblait être en corrélation avec la chute de la ville hautement contestée de Bakhmout aux mains de la société militaire privée russe Wagner. Cette prise de contrôle marquait le début d'une rapide détérioration des relations entre le chef de Wagner, l'ancien allié de Poutine Eugène Prigojine, et les hauts responsables russes, notamment le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d'état-major général de l'armée russe, Valery Gerasimov. Le 23 juin 2023, Prigojine a conduit des milliers de soldats de Wagner dans une rébellion qui les a vus prendre le contrôle du quartier général russe du SMO à Rostov-sur-le-Pont et marcher vers Moscou. Bien que la rébellion ait été étouffée en l'espace de 24 heures, de nombreux combattants de Wagner ont affirmé qu'ils n'avaient participé qu'après avoir été informés qu'ils seraient déployés sur le sol russe où la loi interdisait à Wagner d'opérer afin de se défendre contre de possibles incursions du RDK. Les informations révélées après cette rébellion avortée de Prigojine ont montré que le leader de Wagner avait eu des contacts fréquents avec le GUR ukrainien dans les mois précédant son soulèvement et que les attaques du RDK faisaient partie d'un effort coordonné dirigé par le GUR visant à affaiblir voire de renverser le gouvernement de Poutine. L'administration Biden a reconnu disposer au préalable de renseignements détaillés sur la révolte de Prigojine mais n'a pourtant fourni aucun avertissement au gouvernement russe suggérant que la CIA était au minimum au courant de l'opération GUR et l'a tactiquement soutenue. La présence d'armes américaines, notamment de véhicules américains en possession des combattants du RDK ce week-end laissait également entendre une implication plus large des États-Unis dans leur confrontation et leur équipement, implication qui, étant donné l'interdiction de déployer des forces militaires américaines à des fins d'entraînement sur le sol ukrainien depuis le lancement du SMO, a désigné la division terrestre de la CIA comme unité facilitatrice. Le gouvernement russe estime que le nombre total de forces coordonnées par le GUR qui ont attaqué la Russie juste avant l'élection présidentielle et qui s'est terminée dimanche s'élevait à environ 2500 hommes soutenus par au moins 35 chars et de nombreux véhicules blindés, y compris un nombre significatif de véhicules de combat d'infanterie M2 Bradley fournis par les États-Unis. L'ampleur de la sophistication de l'opération militaire comprenait des forces hélicoptères insérées derrière les lignes russes, suggérant qu'elles ne pourraient pas avoir été menées sans l'implication de la CIA. De plus, les tactiques et les équipements utilisés laissaient fortement entendre le rôle direct de la CIA dans la planification et la formation des missions ainsi que des troupes impliquées. La division terrestre de la CIA est composée de vétérans de la guerre secrète menée par la CIA en Syrie et en Afghanistan, où la CIA a formé des armées secrètes pour mener leur propre guerre secrète en soutien aux objectifs de la CIA, donc fatalement des États-Unis, de l'establishment américain. Discréditer le gouvernement de Poutine en vue de son exclusion du pouvoir est un des objectifs de la CIA depuis 2005, lorsque la CIA, en collaboration avec les services de renseignement britanniques, a commencé à travailler activement à la création de mouvements d'opposition politique viables en Russie. Bien que ces efforts aient largement échoué dans l'histoire, les stratégies politiques clandestines de la CIA au sein des centres d'activité spéciales continuent de chercher à affaiblir Poutine par divers moyens. Étant donné que le gouvernement russe a pour objectif déclaré avoué de garantir une forte participation électorale pour certifier la légitimité de Poutine, perturber cette participation en créant de l'instabilité et en sapant la confiance serait exactement le genre de résultat que la CIA cherche à provoquer. Le fait que les dirigeants de la RDK se soient vantés ouvertement de leurs attaques en cours était destiné à perturber l'élection présidentielle russe et ils ont aussi avoué que c'était planifié des mois avant l'attaque. C'est donc un indicateur fort que compte tenu de la nature étroite des relations de la CIA et du GUR, la CIA était au moins au courant des attaques menées par le GUR et donc la CIA est très probablement facilitateur, sinon commanditaire de cette opération.
Pour comprendre la gravité de l'implication de la CIA dans une attaque sur le sol russe visant à perturber une élection présidentielle russe, il suffit de réfléchir à la réaction des États-Unis si les services de renseignement, si les services secrets russes avaient collaboré avec des cartels de drogue mexicains pour former une armée insurrectionnelle bien composée d'Américains d'origine mexicaine qui aurait attaqué le territoire américain depuis la frontière américo-mexicaine afin d'influencer le résultat de l'élection présidentielle américaine en novembre. On est d'accord qu'on connaît tous la réaction des États-Unis. Les Américains auraient perçu ça comme étant un acte de guerre et auraient réagi en conséquence, probablement même avec un carnage nucléaire. L'administration Biden supervise une politique ukrainienne qui s'effondre rapidement. Les alliés des États-Unis au sein de l'OTAN, préoccupés par le manque de leadership de l'administration Biden concernant l'Ukraine particulièrement, menacent d'envoyer des troupes pour renforcer une armée ukrainienne en déclin. Le gouvernement russe a averti que cela serait considéré comme étant une attaque contre la Russie et pourrait créer les conditions d'une guerre nucléaire générale entre la Russie et l'ensemble de l'Occident. Aujourd'hui, dans un environnement aussi tendu, il semble que la CIA ait non seulement donné un feu vert à une véritable invasion de la Fédération de Russie, mais qu'elle ait très probablement été impliquée dans sa planification, sa préparation et son exécution. D'une certaine manière, tous ces comportements-là prouvent qu'il n'y a jamais eu de démocratie, que ça n'existe pas et qu'au fond, la CIA dirige les États-Unis depuis très très longtemps, dirige toute sa politique extérieure en tout cas. Comme quoi, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple est un rêve. J'espère que certains commencent à le comprendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.